je dirais que officiellement ma première bande dessinée publiée chez un éditeur professionnel, enfin, ça a été La Grande Course. La Grande Course dans la fameuse collection X chez Futuropolis. Ça c'était vraiment parce que bon, avant j'ai fait des tas de fanzines avec des tas d'autres supports, mais c'était pas professionnel. Ça c'est ma première bande dessinée. Et j'aime beaucoup cette collection X, elle est vraiment formidable. Il y a eu près de 80 titres, je crois. C'était le but, c'était Étienne Robial, donc l'éditeur de Futuropolis, qui avait créé ça. C'était le but à l'époque, c'était d'en sortir 4 par mois. C'était donc des petites histoires de 22 demi-pages, en noir et blanc. Et c'était pour pouvoir permettre à des jeunes auteurs de faire leur premier album, et à des auteurs confirmés de faire des petites bandes dessinées qu'ils ne pourraient pas publier ailleurs parce que le format est trop court, ou parce que voilà, ou leur permettre d'essayer autre chose, d'expérimenter un truc. Donc c'était vraiment une collection tout à fait passionnante. J'en ai fait 2 dans cette collection, mais mon premier c'est celui-là, La Grande Course, où j'ai donc fait cette histoire basée sur l'Helimob, une voiture à hélice. Et depuis elle ai fait plein d'autres. J'ai même fait une maquette de l'Helimob en papier. Hein, voilà, elle continue à exister, cette Helimob, après sa première apparition dans ce premier album. Et elle a été publiée là, voilà, avec la maquette à faire à l'intérieur. Voilà, ma première BD. Ma méthode de travail ne doit pas être terrible. Je pense pas être très efficace, et pourtant ça fait plus de 30 ans que ça dure. Mais j'ai toujours eu du mal, quoi. J'ai toujours eu du mal à dessiner. Il y a un truc... Bon, c'est difficile. C'est l'envie, hein, de toute façon, c'est la passion qui fait que j'arrive à enjamber ces difficultés et à dessiner quand même. Mais c'est un travail, c'est un métier difficile. Moi, en tous les cas, comment je travaille, je ne sais pas si c'est très original, mais je commence par faire des esquisses, des brouillons, des recherches sur mon livre de brouillon, hein, le classique, hein, tous les dessinateurs ont ça. Je cherche pas du tout à faire des beaux dessins. Je cherche à trouver les solutions graphiques sur là, une chevelure, là c'est la création d'un logo, c'est très varié. Des mouvements, des attitudes, je cherche des idées. Bon. Vraiment, j'y tiens sans chercher à faire un beau dessin, parce que ça pourrait avoir un côté, ça pourrait être un frein. Il faut vraiment que je me lâche rapidement pour chercher des idées. Et une fois que j'ai trouvé la bonne idée, le bon truc, j'attaque le dessin. Donc sur une feuille de papier, je fais mon crayonné. Alors il faut que je trouve le bon format. C'est important de trouver le bon format, c'est-à-dire il ne faut pas que le dessin soit trop grand ou trop petit, selon ce que j'ai à dessiner. C'est un équilibre à trouver, quoi. Si c'est trop grand, en général mes dessins sont jamais trop grands, puisque comme je l'ai toujours prétendu, je suis ce que j'appelle un dessinateur de main. De main. C'est-à-dire que c'est ma main qui dessine. Mon bras est posé sur mon bureau et ma main dessine. Et donc autour de ma main c'est petit, quoi, c'est pas grand. Il y a des dessinateurs de bras qui eux dessinent avec le bras, donc ils font des dessins plus grands, comme Gillon, Forest, qui font des grandes planches parce que on sent que c'est plus rapide, il y a un geste plus ample. Moi c'est des dessins que je fais autour de ma main, c'est donc forcément des petites images. En général une case de BD elle fait 10 cm sur 10 en général. Une fois que j'ai trouvé le bon format, j'attaque le crayonné, j'essaye d'être le plus précis possible, c'est important.
Je suis assez maniaque en ce qui concerne le dessin. Et j'ai toujours trouvé que mon dessin n'était pas au point. Donc j'ai jamais été satisfait de mon travail vraiment, quoi. Enfin, ça arrive, mais enfin, j'essaye toujours de courir après une perfection que je n'atteins jamais. Et à la limite, tant mieux, parce que ça me fait avancer, quoi. Donc j'essaye vraiment de faire le dessin le mieux possible. Alors donc il y a deux choses, il y a le personnage, les personnages et le décor. C'est deux choses bien différentes, les personnages sont vivants et les décors non. Donc ce après quoi je cours depuis plus de 30 ans, c'est réussir à donner vie à mes dessins, à ce que mes dessins soient vivants, à ce que mes personnages bougent bien, soient vivants. Ça c'est très important. Et très difficile. Alors, donc je cherche la bonne attitude. Donc l'idéal pour ça, c'est de faire un croquis d'une attitude. Soit je me fais prendre en photo dans l'attitude que je souhaite, soit je croque quelqu'un. Pour les mains, je peux m'aider de l'appareil photo qui est sur l'ordinateur. Hop, je me prends en photo avec si je dois tenir une pipe ou un livre ouvert ou me gratter la tête, je fais le mouvement et comme ça j'ai la bonne photo qui me permet de faire le bon mouvement pour les mains. Je trouve ça très important. Ça c'est ce qui concerne les personnages. Et le décor, lui, j'essaye qu'il soit le plus j'essaye qu'il bon, je fais mon point de fuite, mes lignes de direction, etc. pour que ce soit le plus juste possible d'un point de vue perspective, quoi. Qui tiennent debout, qui soient. J'utilise beaucoup la règle, l'équerre, beaucoup pour les lignes verticales. J'essaie que il soit solide, quoi, un décor solide dans lequel des personnages puissent évoluer. Une fois que tout ça est fait, j'encre. Alors l'ancrage est à la plume. J'encre directement sur mon crayonné et j'essaye autant avec le crayonné d'être très précis, autant avec l'ancrage j'essaye d'apporter une certaine, là aussi, de la vie avec un geste un peu plus ample, un peu plus rapide, même si ça se voit peut-être pas sur mes dessins qui sont qualifiés de lignes claires, mais j'essaye de faire un ancrage qui ait une saveur, quoi, qui ait une souplesse de la vie. Voilà. Et une fois que tout ça est fait, le personnage ancré, le décor aussi. Le décor, il ne faut pas qu'il soit trop chargé, il faut qu'il soit juste ce qu'il faut. Il ne faut pas polluer le dessin par des pièges graphiques, des pièges dans ce que j'appelle des pièges optiques, c'est-à-dire un détail qui va faire que l'œil du lecteur va être attiré par soit une faute, soit une difficulté à lire une image, un truc qu'on ne comprend pas. Ça, faut absolument pas, faut éviter absolument, parce que ça empêche la lecture du dessin, ça freine la lecture, ça parasite la lecture, c'est mauvais. Donc j'essaye vraiment que le décor soit, que le personnage soit, son mouvement soit juste, ample, souple, vivant, et que le décor soit juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins, juste ce qu'il faut. Et éventuellement, une fois que tout est fait, je peux rajouter ce que j'appelle des zigouigouis. Alors quelques zigouigouis par-ci par-là, toujours le même, une espèce de petit graphisme comme ça à la plume, qui peut comment dire, apporter un tout petit peu de matière là où il faut, pas trop, des petites ombres, et avec ce même zigouigoui, je peux aussi bien faire de l'herbe que de l'eau, ou que de l'air. C'est le même zigouigoui, sauf que il est plus ou moins gras, plus ou moins espacé, plus ou moins rapide, plus ou moins... bon, voilà. Mais ça, j'en mets juste ce qu'il faut, hein. Faut pas abuser non plus. Et une fois que tout ça est fait, je laisse refroidir le dessin. En général,
je le retourne ou je le mets de côté, il ne faut plus que je le regarde, et je le laisse refroidir 24 heures. Et donc le lendemain, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est de regarder mon dessin de la veille. Et là, j'ai suffisamment de recul, il a suffisamment refroidi, pour que ces éventuels défauts me sautent aux yeux. Mais alors, parfois ça fait mal, quoi. Je me dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait là, c'est pas possible et tout. Enfin, déjà quand je fais mon dessin, j'ai un truc toujours, que je fais toujours, surtout avec les mouvements, je regarde mon dessin à travers une petite glace. Enfin, dans un petit miroir. J'ai un petit miroir, et je regarde mon dessin dans le petit miroir. Comme ça, je le vois à l'envers. Et c'est comme si je le voyais pour la première fois. Donc je vois les défauts, surtout les défauts de mouvement. Je vois que c'est bancal et tout, et donc je refais, etc. Et donc une fois que j'ai fait refroidir mon dessin, le lendemain, je le vois, et s'il y a encore des défauts, je les vois tout de suite. Et donc là, il faut que je corrige les défauts. Et donc intervient l'étape des rustines. Je pose beaucoup de rustines sur mes originaux, c'est-à-dire que les petits détails qui sont ratés, je découpe une feuille de papier fine, d'un grammage moindre que celui de ma planche, qui est donc très légèrement transparent, et je colle cette rustine qui a la forme voulue, qui prend bien le contour du défaut, sur le défaut, comme ça la zone à refaire réapparaît en papier blanc propre. Et donc je redessine par-dessus en corrigeant le défaut, et je réancre à nouveau, quoi. Voilà. Et voilà, une fois que le dessin a bien refroidi et qu'il me paraît convenable, je suis satisfait. Et à ce moment-là, j'aime mon métier. C'est tout. Des projets, j'en ai plein. Comme j'ai toujours dit, il me faudrait 10 vies pour faire tout ce que je veux faire. D'autant plus que je ne fais pas que de la bande dessinée, je vis aussi. C'est-à-dire que pour moi, la bande dessinée, c'est pas un sacerdoce, c'est pas ma vie. J'ai aussi une vie avec une vie de famille, des voyages, des choses que j'aime à droite et à gauche, et mon métier. Mais voilà. Donc le temps que je consacre à mon métier n'est pas suffisant pour faire tout ce que j'aimerais faire. Alors, bon, déjà, actuellement, il faut que je finisse le perroquet du Batignolles. Hein, j'en ai déjà fait 2 tomes, et le 3e tome est presque fini, il faut que je le finisse. C'est une superbe bande dessinée, tout à fait passionnante, mais c'est long et fastidieux, et moi, dans ma carrière, ce que j'ai toujours aimé, c'est me faire plaisir, m'éclater dans ce métier, qui est la bande dessinée et le dessin. J'aurais jamais été capable, je pense, de faire une série de 30 albums toute ma vie, comme d'autres vont au bureau ou à l'usine. Ça, c'est pas possible pour moi. Si j'ai pas envie, j'y arrive pas, je suis trop feignant. Il faut que j'ai envie. Et c'est l'envie qui est le seul moteur suffisamment puissant pour que je puisse faire un dessin. Parce que j'ai beaucoup de difficultés à faire un dessin. Et une bande dessinée encore plus. Donc j'ai cherché à me faire plaisir et à un petit peu visiter tout ce que j'aime dans la bande dessinée. Donc j'ai fait de la bande dessinée d'aventure, j'ai fait de la bande dessinée j'ai fait du polar, j'ai fait du documentaire, j'ai fait de la biographie, j'ai fait de la maquette en papier, j'ai fait de l'humour avec le savant fou, j'ai fait de l'expérimental avec l'association, j'ai fait... Ça aussi, c'est de l'expérimental, c'est une bande dessinée en forme d'immeuble. C'était une bande dessinée expérimentale pour enfants, ça c'est la version chinoise dont je suis très content. J'ai fait un abécédaire. Un abécédaire, c'est bon, c'est pas de la bande dessinée, mais ça reste de l'image avec des histoires racontées pour jeunes enfants, pour leur apprendre à lire. Je m'amuse, quoi. J'ai fait de l'historique avec le donjon,
avec Lewis Trondheim et Johan Sfar, qui est aussi de la bande dessinée animalière, puisque les personnages ont des têtes d'animaux. J'ai fait du noir et blanc, j'ai fait de la couleur, j'ai fait de la bichromie, j'ai fait du muet, sans parole, j'ai fait du tout petit format, du grand format. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Enfin, oui, j'essaie de m'amuser, quoi, du feuilleton. Enfin, il y a un truc que j'ai pas vraiment fait, si un tout petit peu, avec ce petit album. Ça c'est un petit peu de la science-fiction, mais pour enfants c'est très très succinct. Mais c'est vrai que j'adore la science-fiction et j'ai jamais fait encore de bande dessinée de science-fiction. Il faudrait que j'en fasse une un jour. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu hétéroclite, mais j'aime bien. C'est ça que j'aime, quoi, dans ce métier, quoi. Aller d'un projet à l'autre et essayer des trucs différents. Je dois en oublier certains. Bon, donc actuellement j'ai ce chantier du perroquet. Et après, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'ai plein d'autres projets. Un truc qui me tient à cœur, c'est raconter les aventures de ma belle-mère, qui était une femme libre et féministe et assez remarquable, qui a vécu des choses assez extraordinaires, des aventures à la Tintin. N'ayons pas peur des mots, au sortir de la guerre. Elle a notamment fait une expédition au Kilimandjaro avec des copains, et c'était elle, l'infirmière du groupe et la journaliste du groupe. C'est elle qui écrivait des articles et qui était envoyée à la presse française. Il y avait France Soir, il y avait Elle notamment, le Elle des années 50 qui avait rien à voir avec le magazine de publicité d'aujourd'hui. Mais et puis après son aventure, elle a fait des conférences, etc. Enfin bon, elle avait cette double casquette, mais toute cette aventure, et elle a donc raconté. Et on a les traces de ses écrits, soit publiés dans France Soir, Elle et autres, soit des manuscrits de sa main. Et c'est tout à fait passionnant, il y a plein de réflexions intéressantes sur ses aventures. Et donc ma fille, qui est aux Arts Déco, a eu un petit peu devancé, puisqu'elle a décidé elle aussi de raconter le début de cette aventure. Et elle a fait une petite BD de 6 pages seulement, mais qui est vraiment très 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 chouette. Et moi j'aurais bien envie de raconter cette aventure qui est vraiment très riche, qui est du vécu, et qui a un écho intéressant dans la mesure où c'est une femme, et où elle était féministe. À l'époque c'était assez rare. C'était une combattante, une aventurière du XXe siècle, et je verrai ça en 2 tomes. Ça c'est un projet que j'ai. Et j'aurais vachement aimé aussi, moi ça c'est un rêve d'enfant, animer des personnages que j'ai aimé lire quand j'étais gamin. Que ce soit Spirou, Gilles Jourdan, ou autre, Barbarella, pourquoi pas, enfin tous ces personnages-là que j'ai bien aimés. Et il y a une BD que j'apprécie particulièrement depuis toujours, c'est Josette et Joko par Hergé. Je sais qu'Hergé lui-même n'aimait pas cette bande dessinée, c'était un travail de commande qui l'ennuyait un petit peu, parce que à l'époque on lui avait commandé ce travail, parce que l'éditeur considérait que Tintin n'avait pas de parents, et que donc l'enfant avait du mal à s'y identifier, ce qui était largement faux quand on voit le succès que Tintin a eu. Et il lui a commandé donc des personnages, une petite famille avec des parents, frères, sœurs, un truc plus réaliste, enfin plus ancré dans une réalité dans laquelle l'enfant pourrait se retrouver. Donc il a créé Josette et Joko, mais ça l'ennuie un petit peu. Il en a fait 5 tomes, et moi j'adore ça. Même si lui n'aimait pas, je trouve que c'est plein de charme, c'est ces 2 gamins qui sont plongés dans des aventures incroyables. Enfin bon, j'ai toujours beaucoup aimé. Et j'en ai parlé une fois à un éditeur de chez Casterman, et quelques années après, il me téléphone, il me dit: est-ce que ça te dirait de faire un essai pour Josette et Joko? Voilà. Alors je dis: ah bah oui, bien sûr, super. Et donc j'ai fait un essai. Alors là,
J'ai fait une planche de Josette et Joko. J'ai imaginé un scénario, enfin j'ai fait le synopsis. J'ai imaginé le scénario, ça s'appelle Josette et Joko à Hollywood. Et en fait, c'était les aventures de Josette et Joko à Hollywood. Ils auraient été contactés par un cinéaste et un producteur hollywoodien qui voulaient raconter leurs histoires au cinéma. Et donc c'était un petit peu des enfants stars, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Et d'ailleurs on le voit à la fin de pratiquement tous les Josette et Joko, ils sont accueillis par une armée de journalistes. Et donc il était question en fait de rejouer, d'adapter leurs vraies aventures au cinéma, quoi. Et donc tout devait se passer dans les studios de Hollywood, et j'adore cette situation, quoi, de ces studios où on recrée un monde existant mais en faux. Je trouve que c'est une espèce de pirouette, de mise en abîme assez jouissive pour le scénariste et pour le dessinateur, parce que c'est des décors où on voit circuler des personnages habillés en gladiateurs, ou côtoyer des Indiens et des cow-boys, avec des stars de l'époque, très belles, avec des grosses bagnoles américaines et tout. Donc ça devait se situer dans les années... Pour moi, Josette et Joko, c'est les années 40, comme s'il n'y avait pas eu de guerre. Donc cette espèce de zone-là. Et j'ai listé tout ce qui pouvait se passer là-bas en Amérique. Il y a des tas de choses très intéressantes à exploiter scénaristiquement. Donc Hollywood, les caprices de stars, les producteurs, l'argent, les magouilles, les gangsters bien sûr, le racisme envers les Noirs et envers les Indiens, les kidnappings, toutes ces choses-là, quoi. Et donc tout devait se dérouler là. Voilà, j'ai même fait une couverture de Josette et Joko à Hollywood. Voilà. Et donc, bon, ça, voilà, ça aurait été un projet que j'aurais aimé faire. Mais bon, chez Castaman, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit que c'était en fait trop difficile, que les ayants droit étaient trop compliqués à gérer, que je cherche même pas à faire un Tintin. Il y a des tas de gens qui rêveraient de ça, pas moi. Hein. Mais je préférais faire un Josette et Joko. Tintin, c'est vraiment... Hergé lui-même l'a dit, hein, après moi, il n'y aurait plus de Tintin. Et il a raison. C'est une œuvre à part entière, Tintin. C'est pas seulement des albums de Tintin. Chaque album de Tintin suit un Tintin précédent, etc. Et il y a une évolution dans le personnage et dans la façon de raconter les histoires, et dans le fond et dans la forme. Surtout dans le fond, d'ailleurs, qui n'appartient qu'à Hergé. Et jamais on ne pourrait pas faire un faux Tintin ou reprendre Tintin, ça me paraît. Ou alors soit on fait un Tintin commercial, on confie ça à un tâcheron ou à un studio qui fait du faux Tintin, qui prend la suite, qui fait du faux Tintin style studio Hergé, c'est-à-dire plutôt un travail c'est le travail le moins intéressant d'Hergé. Je trouve que c'est presque pas beau parfois. Les décors sont trop chargés, les personnages ont des têtes hypertrophiées, enfin c'est pas... soit... et le pire, s'il se lance dans cette aventure-là, c'est qu'il confierait le scénario à quelqu'un qui ferait un espèce de truc politiquement correct, j'imagine, enfin bon, insipide. Ça serait vraiment une grosse erreur. Soit ils font un Tintin à la manière de... Ça, je dirais, pourquoi pas. Comme... ouais, ça c'est une bonne idée. Mais il faudrait avoir le courage de le faire. Confier un Tintin à Tardy, à... je sais pas, à moi, à... des gens très différents, qui cherchent pas à faire du Hergé, qui font leur Tintin. Ça pourrait être une très belle aventure éditoriale, mais bon, ils le font pas, parce qu'il y a c'est trop compliqué, et puis il y a tellement d'autres choses à faire, pourquoi se fatiguer à essayer de les convaincre. Je pense que je vais me contenter de raconter les aventures de ma belle-mère. Et donc, un Tintin au féminin, c'est très bien, c'est même encore mieux. Voilà.